Vers la 4e année, les choses ont commencé à changer. Elle a obtenu ce nouveau poste dans un cabinet de conseil au centre-ville, s'est fait de nouveaux amis et a commencé à sortir davantage. Au début, cela ne me dérangeait pas, les gens ont besoin de leur propre vie, de leur propre espace, je comprends ça. Mais ensuite, il y a eu Julien. C'était son meilleur ami au travail, toujours Julien par-ci, Julien par-là. Ils déjeunaient ensemble, restaient tard pour des projets, s'envoyaient des SMS constamment. Quand je mentionnais que cela me semblait inapproprié, elle levait les yeux au ciel et me disait que je manquais d'assurance, que je ne comprenais pas les amitiés modernes, que j'étais coincé dans une mentalité dépassée. Peut-être que je l'étais, ou peut-être que je savais simplement ce que je voyais. La nuit où tout a basculé a commencé comme la plupart des vendredis soirs ces derniers temps. Elle se préparait pour sortir encore une fois. C'était le 3e week-end d'affilée, j'étais dans la cuisine en train de me préparer à dîner puisqu'elle n'avait visiblement pas prévu d'être là. Elle est descendue portant cette robe noire, vous savez, celle qui dit qu'on essaie d'impressionner quelqu'un. Son maquillage était parfait, sa coiffure impeccable. Elle sentait ce parfum coûteux que je lui avais offert pour Noël, celui qu'elle disait réservé pour les grandes occasions. Apparemment, aller en boîte avec Julien comptait comme une occasion spéciale. « Tu sors vraiment encore ?» ai-je demandé, non pas de manière agressive, mais juste fatiguée. Elle s'est arrêtée, s'est tournée pour me regarder avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide, détachée, comme si j'étais un colocataire ennuyeux questionnant ses projets. « Oui, je sors, c'est vendredi soir, je travaille dur toute la semaine, je mérite de m'amuser avec Julien. » Oui, avec Julien et d'autres collègues, ce n'est pas un crime d'avoir des amis. J'ai posé le couteau avec lequel je coupais des légumes. Ce n'est pas une question d'avoir des amis, c'est une question de respect, de priorité. C'est une question de... Elle m'a coupé la parole, mettant une emphase lourde sur ces mots, « Si tu n'aimes pas honnêtement comment je vis ma vie, alors pars. » La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau coulant du robinet que j'avais oublié de fermer. Elle a attrapé son sac à main, vérifié son téléphone et s'est dirigée vers la porte. « Je rentrerai tard, ne m'attends pas. » La porte s'est refermée, sa voiture a démarré, les feux arrière ont disparu dans la rue. Je suis resté là peut-être 5 minutes, juste à assimiler ce qu'elle venait de dire. Pas les mots eux-mêmes, mais le ton, le mépris total, l'absence absolue de préoccupation pour ce que je ressentais ou ce que cela nous faisait. « Si tu n'aimes pas comment je vis ma vie, alors pars. » D'accord. Je suis monté dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Mon côté était assez organisé, le sien était un chaos comme d'habitude. J'ai sorti mon téléphone et passé 3 appels. D'abord à Nicolas, mon pote de fac avec qui j'étais resté proche. « Salut mec, j'ai besoin d'une énorme faveur. Peux-tu venir avec ta camionnette dans environ 1 heure? Je t'expliquerai quand tu seras là. » Deuxièmement à mon frère Antoine. « Je la quitte ce soir. Peux-tu m'aider à déménager des affaires? » Troisièmement à Mathieu, un autre ami qui me devait une fière chandelle pour l'avoir aidé à déménager l'année dernière. J'avais besoin de bras et j'en avais besoin vite. Ensuite, j'ai commencé à faire mes valises. 6 ans de mariage, 6 ans d'espace partagé, d'affaires partagées, de vie partagée. J'avais déjà pensé à ce moment de manière abstraite, mais maintenant que cela arrivait vraiment, je ressentais un calme étrange. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la clarté. J'ai pris mes valises dans le garage. J'ai commencé par les vêtements, puis les objets personnels, les documents du classeur, mon ordinateur portable, les outils dans le garage qui étaient vraiment les miens, le maillot de foot signé par mon grand-père, les photos de ma famille où elle n'apparaissait pas. J'ai laissé absolument tout ce qui était à elle ou à nous deux. Les meubles, à elle. La vaisselle, à elle. La télé, achat commun, mais je m'en fichais. La machine à café hors de prix, elle pouvait la garder. Ce que j'ai pris était à moi, ce qui me définissait avant elle, ce dont j'avais besoin pour reconstruire après elle. Nicolas est arrivé le premier, a jeté un coup d'œil à mon visage et a juste dit, « Par où veux-tu que je commence ?» C'est ça un bon ami. Pas de questions, juste de l'action. Antoine est arrivé 20 minutes plus tard avec Mathieu. Nous avons travaillé comme une opération militaire, organisée, efficace, silencieux. Vers minuit, Antoine a demandé, « Tu es sûr de toi ?» Je l'ai regardé. Elle m'a dit que si je n'aimais pas sa vie, je devais partir. Je fais juste ce qu'elle a suggéré. Il a hoché la tête. C'est juste.
À 2h30 du matin, ma voiture et la camionnette de Nicolas étaient chargées. Le placard de la chambre montrait ce contraste saisissant, son côté débordant de vêtements, de chaussures et de sacs, mon côté complètement vide, juste des cintres nus et des étagères vides. Je suis descendu et j'ai écrit une note. J'ai fait simple. Je l'ai mise sur le comptoir de la cuisine où elle la verrait immédiatement. Tu as raison. Je n'aime pas ça. Alors, je suis parti. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai posée à côté de la note. Ensuite, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur, je suis sorti par le garage et j'ai refermé la porte du garage derrière moi. Nicolas a demandé où j'allais. Chez toi, si c'est toujours d'accord. Je trouverai un arrangement permanent cette semaine. Reste aussi longtemps que tu as besoin, mon frère. J'ai suivi ses feux arrière à travers les rues vides. Mon téléphone était toujours allumé, mais j'avais déjà décidé que je ne répondrais pas. Pas ce soir, pas demain, peut-être plus jamais. Elle voulait sa vie, elle pouvait la voir, tout entière, sans moi dedans. L'horloge de ma voiture indiquait 3h14 quand je me suis garé dans l'allée de Nicolas. J'ai pris une valise et laissé le reste pour le lendemain. À l'intérieur, je me suis enfin autorisé à vérifier mon téléphone. Pas d'appel, pas de SMS. Elle n'était probablement même pas encore rentrée. J'ai mis un réveil pour 8h. J'avais beaucoup à faire le lendemain, séparer les comptes bancaires, résilier les charges, changer d'adresse, appeler un avocat. Mais cette nuit-là, je me suis juste endormi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite. Je me suis réveillé à 7h53, 3 minutes avant mon réveil. Mon corps se sentait différent, plus léger, d'une certaine manière, comme si j'avais porté un poids dont je n'avais même pas conscience jusqu'à ce qu'il disparaisse. Nicolas était déjà levé, le café passait. Il m'a tendu une tasse sans un mot et s'est assis en face de moi à sa table de cuisine. Alors, a-t-il dit, c'est quoi le plan? J'ai sorti mon téléphone. Toujours rien d'elle. Il était presque 8h du matin. Elle aurait dû être rentrée depuis des heures. La banque ouvre à 9h. Je dois virer mon salaire sur un nouveau compte. Ensuite, j'appelle cette avocate que Sandrine a recommandée quand elle a divorcé l'année dernière. Nicolas a hoché la tête. Malin. Tu as tous tes documents importants? Tout. Acte de naissance, passeport, avis d'imposition, carte grise. J'ai tout pris hier soir. Et pour la maison? C'est une location avec le bail aux deux noms, mais j'ai déjà envoyé un SMS au propriétaire à 6h ce matin. Je lui ai dit que je quittais le bail avec effet immédiat et qu'elle gérerait seule à l'avenir. Il est d'accord avec ça. Il a dit que tant que le loyer est payé, il s'en fiche. Je suis toujours solidaire jusqu'à la fin du préavis, mais je réglerai ça si elle ne paie pas. Mon téléphone a vibré. Enfin. 17 appels manqués. 23 SMS. J'ai ouvert les messages mais je ne les ai pas lus attentivement. J'ai juste fait défiler. La progression était exactement celle à laquelle je m'attendais. Confusion à 3h28 quand elle est rentrée. Colère vers 4h15. Panique vers 5h30. Marchandage vers 6h45. Le plus récent, envoyé il y a 12 minutes, il faut qu'on parle. C'est puéril. Tu ne peux pas juste partir sans discuter des choses comme des adultes. Je l'ai montré à Nicolas. Il a ri. C'est fort. Elle te dit de partir, tu pars, et maintenant c'est toi le gamin. C'est généralement comme ça que ça marche. Je n'ai répondu à aucun message. Au lieu de cela, je me suis habillé et je suis allé à la banque. La séparation des comptes a pris 40 minutes. Le directeur de l'agence, un homme plus âgé nommé M. Richard, voyait bien qu'il se passait quelque chose, mais est resté professionnel. J'ai tout transféré sauf 200 € sur un nouveau compte dans une banque différente à l'autre bout de la ville. J'ai laissé juste assez sur le compte joint pour couvrir ma moitié du loyer de ce mois-ci, qui était déjà payé de toute façon. Vous voudrez aussi retirer votre nom des cartes de crédit communes, a suggéré Monsieur Richard doucement. C'était déjà prévu. De la banque, j'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat que Sandrine avait utilisé. Son avocate avait été ferme, juste et efficace. Exactement ce dont j'avais besoin. La réceptionniste m'a fait recevoir le matin même par une femme nommée Maître Dubois. La quarantaine, regard perçant, attitude pragmatique. Dites-moi tout, a-t-elle dit, stylo prêt. J'ai tout déballé.
6 ans de mariage, pas d'enfants, Dieu merci. Pas de biens immobiliers communs sauf les meubles et les articles ménagers. Je ne voulais rien. Les titres des véhicules étaient séparés. Pas de dette commune significative sauf la carte de crédit dont j'allais me retirer. La location de la maison. Je me retire du bail. Bien. Ça rend les choses plus propres. Elle a pris des notes. Infidélité? Émotionnellement, oui. Physiquement, je ne sais pas avec certitude et honnêtement, je ne tiens pas à le savoir. D'accord. En France, après 1 an de séparation effective, le divorce pour altération définitive du lien conjugal est acquis de toute façon. Donc, ça n'importe peu, à moins que vous ne vouliez poursuivre pour faute pour d'autres raisons. Non. Je veux juste en sortir proprement, rapidement et équitablement. Maître Dubois a souri. Mon type de client préféré. Ceux qui veulent avancer, pas se venger. Oh, j'ai déjà eu ma vengeance. J'ai suivi son conseil et je suis parti. Elle a ri à cela. Je vais apprécier ce dossier. Donnez-moi 3 jours pour tout rédiger. Elle ne consentira pas au divorce par consentement mutuel au début, mais ils finissent généralement par accepter quand ils réalisent que se battre coûte de l'argent. Maître Dubois a fermé son dossier. Encore une chose, ne rentrez pas dans son jeu. Elle va essayer toutes les ruses pour vous faire répondre, vous rencontrer, parler. Ne le faites pas. Tout passe par moi à partir de maintenant. Compris. J'ai quitté son bureau en me sentant encore mieux que ce matin. C'était en train de se faire. Pas de retour en arrière. Mon téléphone a sonné. Son numéro. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. Refusé encore. Puis un SMS, ton frère m'a donné l'adresse de Nicolas. J'arrive. J'ai appelé Nicolas. Changement de plan. Je dors chez Antoine ce soir. Elle a trouvé où tu habites. Tu veux que je lui dise de partir si elle se pointe? N'ouvre juste pas la porte. Elle finira par comprendre le message. J'ai conduit jusque chez Antoine à l'autre bout de la ville. Il travaillait de chez lui comme consultant en informatique, donc il était là quand je suis arrivé. Tu emménages, a-t-il demandé en voyant ma valise. Juste pour ce soir, elle m'a pisté chez Nicolas. Persistante. Désespérée. L'appartement d'Antoine était plus petit mais confortable. Il m'a installé dans sa chambre d'amis, qui était en fait juste un bureau avec un clic-clac. Tu as l'air d'aller bien, a-t-il observé. Plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai pris la décision il y a des semaines. Honnêtement, hier soir n'était que l'exécution. Il y a des semaines? Je me suis assis sur le clic-clac. Ouais, il y a environ 1 mois. Elle est restée dehors jusqu'à 4 heures du matin un soir de semaine. Elle est rentrée, ne s'est pas excusée, n'a rien expliqué, et juste allée dormir comme si c'était tout à fait normal. C'est là que j'ai su que je l'avais déjà perdue. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment eue. Quoi qu'il en soit, j'avais fini de faire semblant. Antoine a attrapé 2 bières de son frigo et m'en a tendu une. Au nouveau départ. Au respect de soi, ai-je répondu. Nous avons trinqué. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas elle. C'était sa sœur, Chloé. Ne réponds pas, a dit Antoine. Je n'avais pas prévu de le faire, mais j'ai lu le message. Qu'est-ce que tu as fait? Elle est en train de péter les plombs. Appelle-moi. J'ai bloqué le numéro. Ensuite, j'ai parcouru mes contacts et j'ai bloqué ses parents, sa sœur, son frère et 3 de ses amis les plus proches qui, je le savais, essaieraient d'intervenir. La terre brûlée, a demandé Antoine. Limite claire, ai-je corrigé. Ils ont choisi leur camp au moment où ils m'ont contacté en son nom au lieu de demander ce qui s'était passé. Mon téléphone est enfin devenu silencieux. J'ai passé le reste de la journée à mettre en place ma nouvelle normalité. Changement d'adresse à la poste. Mise à jour de mes contacts d'urgence au travail. Je l'ai retiré de ma mutuelle. Annulation de la carte de crédit commune. Chaque tâche ressemblait à couper un autre fil qui me liait à une vie que je ne voulais plus. Le soir, mon téléphone avait 38 appels manqués et plus de 60 messages de divers numéros. Je n'en ai pas lu un seul. Nicolas m'a envoyé un SMS, elle est venue. Elle a tambouriné à la porte pendant 20 minutes. Les voisins ont failli appeler les flics.
Elle est finalement partie. Moi, désolé pour ça. Nicolas, t'inquiète. Dîner demain? Tu pourras tout me raconter. Moi, ça marche. Je me suis endormi cette nuit-là sur le clic-clac d'Antoine. Téléphone en silencieux. Alliance posée dans un tiroir quelque part chez Nicolas. Et mon avenir m'appartenait enfin à nouveau. Demain, je commencerai à chercher des maisons à acheter. Des petites, abordables. À moi. 3 jours après mon départ, elle a finalement compris et s'est présentée à mon travail. J'ai vu sa voiture sur le parking quand je suis arrivé ce matin-là. Elle attendait près de l'entrée du bâtiment où je travaillais comme coordinateur de projet pour une entreprise de matériaux de construction. Pas glamour, mais un salaire stable et de bons avantages. Elle avait l'air terrible, cheveux non lavés, yeux bouffis, portant un pantalon de survêtement et un de mes vieux sweats à capuche de la fac que j'avais laissé derrière moi. Une partie de moi se sentait mal, une très petite partie. Le reste de moi se souvenait de son apparence 3 nuits auparavant dans cette robe noire. Sortant par la porte sans une seconde pensée. Je suis passé juste devant elle. Attends, a-t-elle appelé. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai continué à marcher. L'agent de sécurité, une femme nommée Charlotte, était à l'accueil. Je l'avais déjà prévenu que cela pourrait arriver. Monsieur, a dit Charlotte assez fort pour que tout le monde entende, cette personne vous importune-t-elle? Oui, ai-je dit simplement. Madame, vous devez quitter les lieux immédiatement ou j'appelle la police. Vous êtes sérieux là? La voix de ma femme s'est brisée. Je veux juste parler à mon mari. Il vous a demandé de partir. Cela signifie que vous êtes en violation de propriété. Je ne me suis pas retourné, j'ai continué à marcher vers l'ascenseur. Je l'ai entendu commencer à pleurer derrière moi, mais j'ai appuyé sur le bouton et attendu. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré. Alors qu'elle se refermait, j'ai vu Charlotte la diriger fermement vers la sortie. Ma patronne, Éléonore, est passée à mon bureau 1 heure plus tard. Tout va bien? Charlotte a mentionné un incident. Situation personnelle. C'est géré. Besoin de temps libre? Non, madame. Ça va. Elle m'a étudié un instant. Éléonore avait vécu son propre divorce quelques années auparavant. Elle comprenait. D'accord. Mais si ça change, faites-le moi savoir. Je le ferai. Je me suis noyé dans le travail. Ça aidait. Tableur, commande de fourniture, planning des entrepreneurs, problèmes normaux avec des solutions normales. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est Julien. La voix était tendue, mal à l'aise. Je n'ai rien dit. Écoute, mec. Je voulais juste dire que je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal entre vous deux. Elle m'a dit que vous étiez essentiellement des colocataires à ce stade, que vous aviez convenu de voir d'autres personnes. Elle a menti. Ouais, je commence à comprendre ça. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, il ne s'est rien passé de physique. On a juste discuté et passé du temps ensemble. Je m'en fiche, c'est tout? Eh bien, je prends mes distances. C'est trop le bordel. Je n'ai pas besoin de ce genre de drame. Choix intelligent. Il a raccroché. Donc, c'était ça. Le meilleur ami avait disparu dès que les choses s'étaient compliquées. Exactement comme je m'y attendais. Ces types ne restent jamais quand le fantasme devient réalité. Ils veulent l'excitation de l'aventure, pas les conséquences. Ce soir-là, j'ai retrouvé Nicolas pour dîner dans une brasserie près de chez lui. Nous avons pris une banquette au fond. Elle est repassée aujourd'hui, a dit Nicolas. Approche différente cette fois. Calme, triste. Elle a demandé si je pouvais juste lui dire où tu logeais. Qu'est-ce que tu as dit? Que j'avais promis de ne pas le faire. Elle a essayé l'angle de l'amitié. Depuis combien de temps on se connaît, comment je devrais me soucier de vous deux? J'ai bu une gorgée et je lui ai dit, je me soucie de vous deux. C'est pour ça que je respecte vos limites et que je tiens ma parole. Nicolas a souri. Elle n'a pas trop aimé ça. Je parie que son petit copain s'est déjà défilé. Il m'a appelé aujourd'hui, m'a fait tout le discours de l'innocent, puis a dit que c'était trop compliqué et qu'il se retirait. Nicolas a ri. Classique.
Ces mecs sont tous pareils. De grandes paroles jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences. Mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu. Je l'ai montré à Nicolas. C'est Jean, le 10e numéro différent avec lequel elle essaie de t'avoir, a-t-il dit. 12e, en fait. Tu vas changer de numéro? J'ai déjà commandé une nouvelle carte SIM. Elle devrait arriver demain. Le message disait, je sais que tu es en colère. Je sais que j'ai merdé, mais nous avons prononcé des vœux. Pour le meilleur et pour le pire, tu ne peux pas juste abandonner quand les choses deviennent difficiles. Je l'ai montré à Nicolas. C'est de la mémoire sélective ça, a-t-il dit. Je suis assez sûr que ces vœux mentionnaient aussi quelque chose sur la fidélité. J'ai tapé une réponse, tu m'as dit de partir si je n'aimais pas ta vie. Je suis parti. Profite de ta vie. Ensuite, j'ai bloqué ce numéro aussi. Froid, a dit Nicolas, mais il souriait. Factuel. Nous avons regardé le match pendant un moment. C'était normal. Bien. Comme si je revenais à celui que j'étais avant que tout ne devienne compliqué. Tu as eu des nouvelles d'Antoine aujourd'hui, a demandé Nicolas. Ouais. Il a dit que sa mère a appelé sur son fixe, je ne sais pas comment. Elle a commencé à hurler que j'avais abandonné sa fille. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raccroché, puis débranché le téléphone. Nicolas a levé son verre. Ta famille assure tes arrières. Toujours. Vers 21h, mon email professionnel a sonné. C'était Maître Dubois, mon avocate. Convention de séparation rédigée, revue et prête pour votre approbation. Elle a reçu les papiers initiaux aujourd'hui par huissier. Attendez-vous à une escalade. Attendez-vous à une escalade. C'était un euphémisme. Effectivement, le temps que je rentre à l'appartement d'Antoine à 22h30, j'avais 42 nouveaux messages de divers numéros. Je ne les ai pas lus, j'ai continué à bloquer. Antoine dormait déjà, alors j'ai essayé d'être silencieux. J'ai pris une douche, me suis brossé les dents, et me suis installé sur le clic-clac. Mon vieux téléphone, celui que j'étais sur le point de mettre à la retraite, a vibré une dernière fois. C'était elle, depuis encore un autre numéro. Je suis enceinte. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai fait le calcul. Nous n'avions pas été intimes depuis presque 2 mois. Elle prenait la pilule depuis des années. Et même si par miracle c'était vrai, le timing ne collait pas. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai transféré à Maître Dubois avec une note, documentez ça. C'est faux, mais elle est désespérée. Maître Dubois a répondu en quelques minutes, déjà noté. C'est une tactique courante. Ne répondez pas. J'ai bloqué le numéro et j'ai enfin inséré ma nouvelle carte SIM. Nouveau numéro, nouveau chapitre. Je l'ai envoyé uniquement aux personnes qui comptaient, Antoine, Nicolas, mes parents, Éléonore au travail, Maître Dubois. C'était tout. Je me suis endormi en me demandant combien de temps elle continuerait d'essayer avant d'accepter enfin que je pensais ce que j'avais dit, que j'étais réellement parti. Que l'homme qui se serait battu pour elle, qui aurait tout fait pour sauver le mariage, qui se serait plié en 4 pour la rendre heureuse, cet homme était mort au moment où elle m'avait dit de partir si je n'aimais pas sa vie. Et à sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait enfin qu'on ne peut pas aimer quelqu'un pour le forcer à vous respecter. On peut seulement se respecter soi-même assez pour partir. Le mensonge de la grossesse a duré exactement 48 heures. Maître Dubois m'a appelé mardi après-midi. Elle revient déjà sur l'affirmation de grossesse. Son avocat m'a contacté pour dire qu'elle était émotive et qu'elle s'était trompée. Ils veulent discuter des termes. Pas de discussion. Séparation standard. On partage le peu d'actifs communs qu'on a à 50-50e. Je garde ma voiture, elle garde la sienne. Tout le reste peut être divisé ou vendu. Je m'en fiche. Vous me facilitez grandement la tâche. C'est le but. Mais elle n'avait pas fini d'essayer. Jeudi soir, je regardais des maisons en ligne quand Antoine est entré dans le salon avec une expression étrange. Tes beaux-parents sont dehors. J'ai levé les yeux. Quoi? Ouais. Tous les deux assis dans leur voiture. Je suis allé à la fenêtre. Effectivement, il y avait la berline de son père garée de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir 2 silhouettes à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Antoine. Rien. Ils peuvent rester assis là toute la nuit s'ils veulent. Et ils l'ont fait,
pendant 3 heures, juste assis là dans le noir à attendre quoi? Je ne sais pas. Que je sorte et que j'ai une conversation de réconciliation larmoyante? Que je leur crie dessus? Que je m'excuse? Vers 22 heures, ils sont finalement partis. Antoine a secoué la tête. C'était bizarre. C'était du désespoir. Vendredi matin au travail, Éléonore m'a appelé dans son bureau. Je dois te dire quelque chose et je ne suis pas ravi. Mon estomac s'est noué. Quoi de neuf? Ta femme a appelé notre ligne principale hier. Elle a dit à la réceptionniste qu'elle avait besoin de te joindre d'urgence pour une urgence familiale. Quand on l'a pressée, elle a admis qu'il n'y avait pas d'urgence. Elle voulait juste te parler. Je suis désolé, Éléonore a levé la main. Je ne te dis pas ça pour te réprimander. Je te le dis parce que j'ai donné pour instruction à tout notre personnel d'accueil que les appels venant d'elle ne doivent pas être transférés. Point final. J'ai géré cette situation avant, de l'autre côté. Je sais à quel point ça devient moche. Merci. Mais j'ai besoin de savoir que ça ne va pas affecter ton travail. Ça ne le fera pas. Je gère. Bien, parce que tu es l'un de mes éléments les plus fiables. Je détesterais perdre ça. Je suis retourné à mon bureau en me sentant plus léger. Avoir Éléonore dans mon coin comptait plus que je ne l'avais prévu. À l'heure du déjeuner, j'ai conduit jusqu'à une propriété à l'autre bout de la ville. Une petite maison T3 dans un vieux quartier. Rien de chic, mais le prix était correct et elle avait de bonnes bases. Le genre d'endroit que je pouvais réellement me permettre avec mon salaire. L'agent immobilier, un type nommé Monsieur Lambert, m'a accueilli à la porte. Premier achat? Deuxième, mais premier en solo. Il a compris immédiatement. N'a pas posé de questions. M'a juste fait visiter. La maison avait besoin de travaux, peinture, nouveau sol dans la cuisine, luminaire à mettre à jour, mais la structure était saine. Le toit n'avait que 3 ans. La chaudière fonctionnait bien. Je fais une offre, ai-je dit. Vous êtes sûr? Vous n'avez visité qu'un seul endroit. Je suis sûr. Ce soir-là, Nicolas m'a invité à sa salle de sport. Je ne m'étais pas entraîné correctement depuis des mois. Trop fatigué, trop stressé, trop occupé à gérer tout le reste. La salle de sport faisait du bien, soulever des poids, courir sur le tapis, juste exister dans un espace où aucun drame ne pouvait m'atteindre. Après, sur le parking, Nicolas a abordé un sujet que j'évitais. Tu ne m'as pas vraiment dit comment tu te sentais par rapport à tout ça. Je me suis appuyé contre ma voiture. Honnêtement? Soulagé. Pas triste. J'étais triste il y a des mois quand j'ai réalisé qu'elle avait déjà décroché. Quand j'ai compris que la femme que j'avais épousée n'était plus la femme qui vivait dans cette maison. Au moment où je suis parti, j'avais déjà fait mon deuil. Nicolas a hoché la tête lentement. C'est logique. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai perdu 6 mois à essayer de réparer quelque chose qu'elle avait déjà cassé. Mon téléphone a vibré. Nouveau numéro, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Ses parents encore. Le message vocal est arrivé 1 minute plus tard. La voix de son père, sévère et déçu. Je t'ai mieux élevé que ça. Partir et abandonner sa femme sans même essayer d'arranger les choses. Tes parents auraient honte. Je l'ai effacé sans finir. Ils deviennent méchants, a demandé Nicolas. Ça commence. Tes vrais parents savent ce qui se passe. Ouais, je les ai appelés dimanche. Je leur ai tout dit. Ils ont dit qu'ils s'inquiétaient que quelque chose n'aille pas depuis un moment. Qu'elle semblait distante aux réunions de famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ton départ? Mon père a dit, parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est d'admettre que quelque chose ne marche pas et de partir avec ta dignité intacte. Nicolas a souri. Un homme sage. Il est marié à ma mère depuis 34 ans. Il sait à quoi ressemble un bon mariage et à quoi ça ne ressemble pas. Samedi matin, j'ai déménagé mes affaires de l'appartement d'Antoine vers la chambre d'amis de Nicolas. Un arrangement plus permanent jusqu'à ce que la vente de la maison soit conclue. Si elle se concluait. Maître Dubois a appelé pendant que je déballais. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle d'abord, votre offre sur la maison a été acceptée. L'inspection est prévue pour mardi. Et la mauvaise nouvelle, elle conteste les termes de la séparation. Elle veut une pension alimentaire?
J'ai ri pour de vrai. Sur quelle base? Nous travaillons tous les deux. Elle gagne plus que moi. Elle prétend avoir sacrifié des opportunités de carrière pour soutenir votre mariage. C'est de la fiction pure. Je le sais, son avocat le sait, mais elle se raccroche aux branches. On va démonter ça facilement. Combien de temps cela va-t-il faire traîner les choses? Peut-être un mois, 2 tout au plus. Elle n'a aucun argument solide. Après avoir raccroché, Nicolas a demandé « Une pension alimentaire ?» Elle essaie. C'est vraiment dingue. C'est vraiment désespéré. Dimanche, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé à l'église, non pas parce que j'étais particulièrement religieux, mais parce que c'était quelque chose que je faisais avant que tout s'effondre. Avant que je commence à sécher pour éviter les questions, les regards inquiets, la gêne d'arriver seule pendant qu'elle dormait après une autre soirée tardive. Le sermon du pasteur portait sur le fait de lâcher prise sur ce qui vous pèse, sur la confiance que fermer une porte en permet une autre de s'ouvrir. Je ne dis pas que c'était une intervention divine, mais le timing était plutôt bon. Après le service, un couple plus âgé que je connaissais depuis des années m'a arrêté. « On ne vous a pas vu depuis un moment », a dit la femme. « Je gère certaines choses. » On a entendu dire. C'est une petite communauté. Elle a touché mon bras doucement. Parfois, les décisions les plus difficiles sont les bonnes. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais préparé au jugement. Merci. Prenez soin de vous. Vous méritez le bonheur. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose. Les gens qui me connaissaient vraiment, qui avaient observé mon mariage de l'extérieur, ils n'étaient pas surpris. Ils avaient vu ce que j'essayais si fort de nier. Ce soir-là, assis dans le salon de Nicolas, regardant un match dont aucun de nous ne se souciait, mon nouveau téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. C'est le lâche qui a abandonné sa femme. Une voix d'homme. Agressive. C'est qui? Le frère de Julien. Tu as un problème avec lui? Tu règles ça avec lui comme un homme. Tu ne t'enfuis pas comme. J'ai raccroché. Nicolas a levé un sourcil. Problème? Le frère de Julien. Apparemment, le type l'a déjà largué. Pourquoi son frère appelle? Aucune idée. Je m'en fous. J'ai bloqué le numéro et éteint mon téléphone. Demain, c'était lundi. Retour au travail. Retour à la normale. Retour à la construction d'une vie qui était réellement la mienne. L'ancien moi aurait engagé la conversation. Se serait défendu. Aurait essayé de faire comprendre à tout le monde. Le nouveau moi savait mieux. On ne peut pas discuter avec des gens qui ont déjà décidé que vous aviez tort. On vit juste sa vie et on laisse ses actions parler d'elles-mêmes. La 3e semaine a apporté la confrontation que j'attendais. Mes parents organisaient leur dîner de famille mensuel, quelque chose qu'ils faisaient depuis des années. Tout le monde était au courant de la séparation maintenant, mais maman insistait sur le fait que la vie continue et que la famille se rassemble quand même. Je suis arrivé tôt pour aider à installer. Antoine était déjà là avec sa copine, ma sœur et son mari. Un dimanche soir normal. Puis la sonnette a retenti à 18h15. Maman a ouvert la porte et elle était là. Ma femme, sa sœur Chloé juste derrière elle. Je suis désolé de débarquer comme ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais il ne répond pas à mes appels et on doit parler. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte. Ce n'est pas l'endroit. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes. C'est tout. Maman m'a regardé. J'ai secoué la tête. Je pense que vous devriez partir, a dit maman doucement mais fermement. Madame Martin, s'il vous plaît. J'aime votre fils. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Je me suis avancé vers la porte. Tout le monde s'est tu. Elle m'a regardé avec ses yeux rouges. Désespéré, brisé. Tu m'as dit de partir si je n'aimais pas comment tu vivais ta vie, ai-je dit calmement. Je suis parti. Il n'y a rien à arranger. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais en colère. J'ai dit quelque chose de stupide. Non, tu as dit quelque chose d'honnête. Peut-être la chose la plus honnête que tu aies dite depuis des mois. Chloé s'est avancée. Tu es cruel. Elle essaie.
Elle essaie maintenant. Où était cet effort quand je lui demandais d'arrêter de sortir tous les week-ends? Quand je lui demandais de mettre des limites avec Julien? Quand je la suppliais d'aller voir un conseiller conjugal? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai regardé ma femme une dernière fois. Tu avais un mari qui aurait fait n'importe quoi pour toi. Qui est resté fidèle? Qui a essayé? Tu as jeté ça. Ne viens pas pleurer maintenant que Julien s'est défilé et que tu es seul. Son visage s'est effondré. Chloé a attrapé son bras. On s'en va. Papa a dit, ce n'est pas une suggestion. Elles sont parties. Maman a fermé la porte. Le dîner a été calme au début. Puis ma sœur a brisé la tension. Eh bien, c'était intense. Fallait que ça soit dit, a proposé Antoine. Papa s'est assis lourdement. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait à ton âge. J'ai eu de l'entraînement. Nous avons mangé. Nous avons parlé d'autre chose. De choses normales. Du travail, de la météo, des vacances à venir d'Antoine. Vers 21h, après le départ de tout le monde, maman m'a pris à part. Tu vas bien? Ouais, en fait, ça va. Elle avait l'air détruite. Elle s'est détruite toute seule. J'ai juste arrêté d'essayer de la sauver des conséquences. Maman m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. Ça a demandé de la force. Mardi, l'inspection de la maison est revenue vierge. Des problèmes mineurs, rien de majeur. J'ai signé le compromis de vente cet après-midi-là. Mercredi, Maître Dubois a appelé. Elle a abandonné la demande de pension alimentaire. Elle accepte les termes de la séparation tels qu'ils sont écrits. Qu'est-ce qui a changé? Ma supposition? La réalité l'a rattrapée. Se battre coûte de l'argent qu'elle n'a pas. Julien est parti. Son système de soutien réalise qu'elle n'est pas la victime qu'elle prétendait être. Donc, on a fini. Pas tout à fait. Il faut encore tout finaliser, mais la partie difficile est passée. 6 mois et vous êtes officiellement divorcés. Ces 6 mois ont semblé durer une éternité et aucun temps du tout. Vendredi soir, j'ai eu les clés de ma maison. Petite, calme, vide, à moi. Nicolas m'a aidé à emménager le peu de choses que je possédais. Ça a pris environ 2 heures. Pas beaucoup d'affaires pour 6 ans de mariage, a-t-il observé. Je n'avais pas besoin de grand-chose. J'avais juste besoin de ce qui était à moi. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas gonflable dans une chambre vide d'une maison que j'avais achetée tout seul. Pas encore de meubles. Pas de télé, juste des cartons, de l'espace et du silence. C'était parfait. Mon téléphone a vibré une fois. Son numéro, je l'avais débloqué pour voir si elle me contacterait. Le message était simple, j'espère que tu es heureux. J'ai répondu, j'y arrive. Puis je l'ai bloqué à nouveau pour de bon cette fois, parce que j'y arrivais, lentement, délibérément, un jour à la fois, sans elle. 6 mois ont passé plus vite que je ne le pensais. La maison s'est remplie lentement. Des meubles de brocante. Un canapé correct du cousin de Nicolas. Une table de cuisine que j'ai construite moi-même. Rien de chic, juste fonctionnel et à moi. Le travail m'a promu coordinateur senior. Éléonore a dit que je l'avais mérité. Je pense qu'elle appréciait juste que je me pointe tous les jours et que je fasse le boulot sans drame. Le jugement de divorce est arrivé un mardi d'octobre. Une simple enveloppe. Des tampons officiels. Le décret final. Je l'ai ouvert à ma table de cuisine avec un café que j'avais fait dans la machine que je m'étais achetée. J'ai lu le jargon juridique qui mettait officiellement fin à 6 ans de mariage. Puis je l'ai classé dans un tiroir et je suis allé travailler. Pas de célébration, pas de colère, juste une page qui se tourne. Ce week-end-là, Antoine et Nicolas sont venus pour le premier dîner dans mon nouvel endroit. Rien d'élaboré. Des burgers au barbecue. J'avais pris de la bière. Le foot à la télé que j'avais enfin acheté. Ça fait quoi, a demandé Antoine. Être officiellement célibataire à nouveau? J'ai l'impression d'être célibataire depuis 7 mois. La paperasse a juste rendu ça officiel. Nicolas a levé sa bière. Au nouveau chapitre. Au respect de soi, ai-je répondu. Le même toast qu'avant. Toujours vrai. Nous avons mangé. Nous avons ri. Nous avons regardé le match.
Vers 20 heures, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas vérifier, mais je l'ai fait. C'était elle, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai entendu que c'est fini. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je sais. C'est pour ça que je suis parti. J'ai bloqué le numéro et posé mon téléphone. Antoine a remarqué. Elle? Ouais. Tu vas bien? Ouais. Je vais bien. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, j'allais vraiment bien. Pas parfait. Pas complètement guéri, mais bien. J'avais une maison, un travail que j'aimais, des amis qui assuraient mes arrières, une famille qui comprenait, de l'espace pour respirer, de la place pour grandir. J'avais appris quelque chose d'important à travers tout ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous respecter. On ne peut pas aimer quelqu'un pour qu'il vous traite bien. On ne peut pas réparer une relation où une seule personne fait des efforts. Mais on peut se respecter assez pour partir. On peut reconnaître quand on vaut plus que ce qu'on nous donne. On peut se choisir soi-même. Ce vendredi soir-là, elle m'avait dit de partir si je n'aimais pas sa vie. Elle pensait qu'elle bluffait. Elle pensait que je ne le ferais jamais vraiment, que je plierais, que je craquerais, que je supplierais. Au lieu de cela, j'ai suivi son conseil. Je suis parti et j'ai construit quelque chose de mieux. Pas avec elle. Malgré elle, grâce à moi. Le divorce était prononcé. Le chapitre était clos. La porte était verrouillée. Et j'étais enfin libre. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.